Bienvenue pour la seconde partie de notre programme. Nous sommes au Conseil européen, au cœur de Bruxelles. Et c'est là qu'a frappé dans un terrible attentat le 22 mars, il y a un an tout juste, à nouveau l'islamisme radical. Et puis... alors, étrange coïncidence, le 22 mars de cette année, c'est à Londres que se sont déroulées des attaques au pied du Parlement britannique. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le coordinateur de la lutte contre le terrorisme ici à Bruxelles. Il s'agit de Gilles de Kerchove. Bonjour, monsieur de Kerchove. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir véritablement? Qu'est-ce qui est spécifique à l'attentat qui a eu lieu, on le disait, au cœur de Londres, outre-Manche? Il montre simplement qu'il ne faut pas penser que la menace terroriste vient exclusivement de l'extérieur. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers temps, et je pense avec raison, parce qu'il fallait s'y préparer, il faut s'y préparer, à la question des revenants, des retours. On a encore 2500 Européens qui sont sur le théâtre d'opération, mais qu'il y a aussi une menace de type endogène, des gens qui sont chez nous, qui n'ont pas de lien. Qui n'ont pas de lien avec l'organisation, donc qui ne sont pas dirigés au départ de Raqqa, qui n'ont pas voyagé, et simplement qui sont radicalisés. Et qui n'ont aucun lien non plus avec les réfugiés, hein, soyons bien clairs. Et alors ça c'est le troisième élément, c'est que, oui, il faut certainement pas faire cet amalgame. Il peut y avoir des cas, mais c'est vraiment marginal. Et donc, il ne faut pas se focaliser sur cette question d'une menace venant de l'extérieur. Il faut effectivement travailler beaucoup aussi sur les phénomènes de radicalisation au sein de nos sociétés. Et la prévention. Et de ce fait, de la prévention, bien entendu. Alors, est-ce que le Brexit, on se le demande justement à la suite de cet attentat londonien, risque de modifier la relation de la Grande-Bretagne aux 27 autres dans la lutte contre le terrorisme? Est-ce que la Grande-Bretagne risque de se retirer de certaines agences, d'Europol? Enfin, il y a beaucoup de craintes autour de cela. Par la force des choses, le fait de quitter l'Union européenne emporte le fait de quitter les agences en tant que telles, le management, le financement, donc la définition des priorités de ces agences. Mais d'ailleurs, je ne veux pas élaborer trop, parce que nous venons de commencer la négociation, il y a des négociateurs, et nous ne voulons d'ailleurs pas discuter de l'après, avant d'avoir déjà fait des progrès dans la négociation de la sortie. Mais ce que je peux dire, c'est purement des questions de fait et de droit, c'est qu'aujourd'hui, sous le volet renseignement de la lutte contre le terrorisme, Brexit n'aura aucun impact parce que le renseignement se développe en dehors du cadre institutionnel de l'Union déjà aujourd'hui. Et donc, rien ne changera dans les relations entre MI6 et la DGSE française, ou entre MI5 et la DGSI française. Donc ça ne changera pas. Ce qui changera en revanche, c'est l'accès des Britanniques aux bases de données que nous sommes en train de développer et qu'on cherche à rendre de plus en plus opérables. Et ça peut faire ou pas faire l'objet de la négociation de la phase 2. Vous avez parlé d'Europol. Bon, Europol est une agence qui a évidemment des accords de coopération avec beaucoup de pays tiers. Nous avons des accords avec les États-Unis. Il y a plus de 10 représentants des grandes agences américaines, FBI, ICE, qui sont à Europol. Et donc, comme pays tiers, il y aura vraisemblablement un accord entre Europol et le Royaume-Uni. Alors, polémique autour de l'application WhatsApp qui a été utilisée par un suspect principal dans l'attentat de Londres. La ministre de l'Intérieur britannique a mis en cause le chiffrement des communications avec les suspects qui permettraient d'échapper aux services secrets. Finalement, WhatsApp, Google, Twitter, on comprend bien, sont dans le viseur. Alors, il faut bien comprendre que, d'abord, le chiffrement est quelque chose de souhaitable. On vit dans une société qui est de plus en plus numérique et dans laquelle, pour la sécurité de nos transactions bancaires, pour le respect de notre vie privée, pour la protection des activistes dans les dictatures, très important d'avoir des moyens de se protéger. Et donc, le chiffrement est une très bonne chose. Seulement, la question qui est une vraie question pour les services de renseignement et les polices, c'est dans le cadre de la prévention d'attentats ou dans le cadre d'enquêtes d'attentats déjà commis, très important qu'on puisse aussi avoir accès très vite au contenu. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis les révélations de Snowden, je ne sais pas si vous vous souvenez de Snowden, a révélé une grande proximité entre les grandes sociétés américaines de l'Internet et la NSA. Et ces sociétés l'ont très mal vécu, parce qu'elles se sont dit que ces révélations allaient leur porter préjudice, notamment sur le marché européen, parce qu'en Europe, on attache beaucoup d'importance à la vie privée. Et donc, elles se sont dit, la seule manière de rassurer mes clients européens, qui sinon vont aller sur d'autres plateformes non américaines,
c'est de développer des systèmes de chiffrement de plus en plus sophistiqués. Justement, dans le cas londonien, c'est les services secrets britanniques qui sont plaints d'avoir pas assez vite accès, en fait, à ce chiffrement. En effet. Et donc, non seulement les Britanniques, mais le ministre français de l'Intérieur et le ministre allemand de l'Intérieur ont demandé à la Commission d'examiner cette question et de venir avec des propositions. Dans un cadre judiciaire, donc le commissaire à la sécurité, Julian King, est en train de travailler avec ses services sur le plan technique, c'est très compliqué le chiffrement, mais à la fois sur le plan juridique, et il fera des propositions en juin. Alors pour bien planter le décor des progrès, des avancées de l'Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme et de l'arsenal juridique et pratique qui a été adopté au fil des attentats, nous faisons tout de suite le point avec ce reportage Pierrick Leroy. Après chaque attentat, la même question, l'Europe peut-elle faire davantage dans la lutte contre le terrorisme ? Une coopération à plusieurs niveaux. Le système d'information Schengen permet de partager des données sur des individus signalés ou des véhicules recherchés. S'y ajoute, depuis 2012, le système ECRIS qui permet l'échange d'informations sur les casiers judiciaires. L'Europe s'est aussi dotée de nouveaux outils depuis 2015, comme la création d'un centre européen de lutte contre le terrorisme intégré à Europol. Ou encore l'adoption en avril dernier du PNR, le fameux fichier européen des données sur les passagers aériens, voté dans la douleur après des mois de controverses. Il doit progressivement être déployé dans les prochains mois. Des réformes tardives et souvent inachevées. Aujourd'hui, la Commission européenne souhaite aussi mieux contrôler les transferts d'argent suspects entre pays membres. Compliquer la tâche des criminels et des terroristes qui cherchent à financer leurs activités est un moyen efficace pour empêcher que des attaques soient planifiées. Donc nous profitons du fait que nous devons mettre en place de nouvelles normes internationales pour harmoniser notre lutte contre le blanchiment d'argent à travers l'Europe. Tous les experts sont pourtant d'accord, l'Europe doit encore accélérer les réformes, car de nombreux États ne jouent pas le jeu et restent réticents à partager des informations sensibles. Est-ce que vous diriez, Gilles de Kerchove, que ces mesures font la différence ? Oui, depuis 2 ans, on a vraiment mis le feu. Et on a amplifié très fortement l'alimentation des fichiers et leur interaction. C'est aussi essentiel de passer à la biométrie, parce que jusqu'ici, nos bases de données sont alphanumériques, et avec autant de migrants qui viennent avec pas de documents ou des faux documents, il est très important qu'on puisse mieux déterminer l'identité. Vous avez obtenu satisfaction notamment sur le chapitre du fameux PNR. Donc pour les passagers aériens, on en sait beaucoup plus maintenant. C'est mis en place d'ailleurs ? Le PNR, la législation est adoptée. Maintenant, les États membres doivent la transposer. Et ils ont encore jusqu'à milieu de l'année prochaine pour le faire et ils y travaillent. Et donc, interopérabilité des fichiers, la création à Europol, effectivement, d'un centre d'excellence et qui a montré sa performance. Il a été associé dès le premier jour aux attentats, aux enquêtes liées aux attentats du Bataclan et de Bruxelles. Et effectivement, une série de mesures dans le domaine financier est important parce que la lutte contre le financement du terrorisme n'est pas seulement une fin en soi, c'est-à-dire assécher les circuits, mais c'est en soi un des éléments de l'enquête, parce que souvent, à travers les manières dont les transferts se font, on peut progresser dans l'identification des réseaux. Alors, il y a eu une enquête réalisée par le Centre d'analyse du terrorisme sur 139 attentats qui ont eu lieu depuis 2013 en Europe, aux États-Unis et en Australie. La France est le premier visé, avec 10 attentats et 4 tentatives. Pourquoi ? Il y a plusieurs éléments. Il y a sans doute, effectivement, un pays symbole. Je crois que c'est un pays qui promeut une laïcité forte, un État laïque, qui a pris des législations qui ont pu avoir un certain impact dans le monde musulman. Il y a effectivement une intervention, et moi je la trouve extrêmement bienvenue. Il y a eu notamment l'opération très utile dans le Sahel, qui a pu arrêter une entreprise de coup d'État pour prendre la totalité du Mali, mais aussi sur d'autres États, participer à la coalition. C'est un fait, effectivement, au sein de Daesh, une communauté francophone, de Belges, de Français, de Tunisiens, de Marocains. Et effectivement, malheureusement, ça semble être celle qui avait été la plus structurée et la plus utilisée par la cellule de planification. Mais demain, ça pourrait être une communauté anglophone ou d'Asie centrale, par exemple. Donc il y a plusieurs facteurs. Je crois qu'il n'y a pas un seul facteur qui peut expliquer ce phénomène. Très révélateur aussi, les premières cibles
hein, sont des gendarmes, des policiers, tout ce qui représente l'ordre public. Alors, les cibles, de nouveau, c'est comme les modes opératoires sont de plus en plus diversifiés. Il y a eu au départ, souvenez-vous, les attaques de Mohamed Merah, les attentats, c'était des juifs dans une école juive, des militaires français, en ce compris les militaires musulmans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à Nice? C'est un camion qui tue de manière indifférenciée. Donc je dirais qu'on ne peut plus dire que c'est uniquement les cibles symboliques. Effectivement, il y a eu un prêtre à Saint-Nicolas-du-Rouvray, mais ce n'est plus que pas simplement des cibles symboliques, tout comme d'ailleurs, il n'y a pas un mode opératoire unique, ça va du couteau à la Kalachnikov, au camion et à la voiture bélier. Quand on nous explique certains partis, vous le savez, en Europe, qui ont un discours très xénophobe, nous expliquent qu'il faut un repli national, que ce serait la solution à nos problèmes, que de restaurer des frontières intérieures dans l'espace Schengen et que la lutte contre le terrorisme s'en trouverait facilitée. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'argument ? Que c'est totalement incorrect, que c'est illusoire, incorrect et illusoire. D'abord, on voit plusieurs cas de personnes qui ne voyagent pas, qui n'ont pas de contact, qui ne sont pas des agents de Daesh, qui ne sont pas dirigés depuis Daesh, mais qui sont simplement radicalisés dans les sociétés dans lesquelles elles vivent. Et donc, les frontières ne changeront rien à ce phénomène, absolument rien. Vous n'avez pas de mettre de frontières à l'Internet, vous n'avez pas de mettre de frontières aux idées, ça n'existe pas. Et que par ailleurs, sur l'aspect des frontières, il ne faut pas en surestimer. Ce n'est pas la petite aubette avec le douanier qui fait la frontière. La frontière, aujourd'hui, c'est une frontière électronique, c'est une frontière intelligente, c'est une frontière qui mobilise des bases de données. Nous sommes en train de mettre au point une base de données dite ETIAS pour vérifier, la dangerosité ou le caractère possiblement criminel de quelqu'un avant qu'il rentre, s'il provient d'un pays pour lequel il ne doit pas solliciter un visa pour entrer dans l'Union européenne. Comme les Américains ont le système ESTA. Et donc notre système ETIAS, c'est de la frontière intelligente. C'est-à-dire que la personne devra faire l'objet d'un contrôle bien avant d'arriver à la frontière physique. Donc l'idée que la frontière physique est la solution est totalement illusoire dans le monde d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Alors, si on regarde un petit peu ce qui a été fait aussi à l'extérieur, parce que ça c'est absolument relié, QG européen de l'OTAN pour lutter contre Daesh, conférence sur la Syrie, bien sûr, à Bruxelles, c'est important. Est-ce qu'on progresse sur le front extérieur dans cette lutte contre, justement, l'organisation de l'État islamique ? Bien entendu. Alors, en janvier, juste après les attentats contre Charlie Hebdo, la ministre des Affaires étrangères, la haute représentante, Mme Mogherini, a eu un mandat très clair des 28 ministres des Affaires étrangères, c'est de développer avec tous les pays du voisinage, du Maroc à la Turquie, en ce compris les Balkans occidentaux, des partenariats contre le terrorisme. Et m'a demandé d'aider le service d'action extérieure, donc je passe plus de la moitié de mon temps, à aller dans tous ces pays pour renforcer notre partenariat, identifier leurs besoins et leur donner les moyens de muscler leur dispositif. Et donc, prendre un exemple aussi d'une approche multilatérale, pour le moment, on travaille beaucoup à les aider à connecter tous leurs postes frontières avec Interpol. Parce qu'il est important que tous autour de la Méditerranée, nous utilisions Interpol, qui est notre outil commun, pour identifier les revenants du djihad en Syrie lorsqu'ils reviendront à travers des routes très différentes vers leur pays d'origine. Donc, vous dites sur le front de cette lutte, l'Europe est plutôt gagnante, et c'est pour ça peut-être qu'elle subit cette vague d'attentats intérieurs. Vous liez les deux finalement ? Non, cette stratégie de la terreur, elle est liée au fait que peut-être... Non, je crois que c'est un projet beaucoup plus vaste. Et je ne pense pas que l'Europe soit la seule visée. Je dirais que la Tunisie elle-même est visée comme premier pays du printemps arabe. C'est un symbole, la Tunisie. Les républiques d'Asie centrale jusqu'aux Philippines. Je pense que c'est un phénomène mondial et que l'Europe n'est pas particulièrement la seule visée. En revanche, il est très important d'avoir une approche mondiale et de ne pas avoir une espèce de spécificité européenne. Nous sommes très attentifs à travailler avec les pays musulmans au sein de la coalition
et que ce ne soit pas une entreprise purement de l'Ouest ou de l'Europe. Et nous privilégions aussi l'approche au sein des Nations Unies. Nous pensons que les Nations Unies sont le lieu où nous devons tous ensemble, toute la communauté internationale, lutter et prévenir le terrorisme. Pour terminer, parlons cybersécurité, parce qu'autour de grands rendez-vous électoraux importants en Europe, il y a beaucoup de craintes. On l'a vu aux Pays-Bas lors des dernières élections, on est passé au vote papier pour éviter une intrusion dans les systèmes électroniques, en particulier de pirates russes. Ils étaient nommés. Aujourd'hui en France, même interrogation autour de l'élection, puis des élections à venir en septembre en Allemagne. Est-ce qu'on s'inquiète à raison ? On est effectivement très attentif. Il y a déjà pas mal de mois, l'Union européenne a adopté une stratégie sur les menaces qu'on appelle hybrides. C'est-à-dire l'utilisation de moyens non conventionnels comme les cyberattaques par des États pour essayer de déstabiliser. Et donc, nous sommes très mobilisés sur le sujet et effectivement, la Commission va venir dans les mois à venir avec une stratégie réactualisée sur la cybersécurité. Nous devons tous faire des efforts. C'est un problème complexe, c'est un problème que nous discutons avec l'OTAN, parce que l'OTAN a aussi développé une expertise en la matière. C'est à la fois être plus résilient, donc les États, mais les entreprises aussi, et les citoyens. Et aussi définir une doctrine de réponse, parce qu'il ne suffit pas de se protéger, il faut de temps en temps pouvoir soi-même frapper en représailles. Il y a des pays qui ont développé des forces cybernétiques, à côté des forces terrestres, aériennes et navales, des commandements, avec des capacités offensives dans la matière cybernétique. Mais pour les prochaines élections, on est bien protégé ? Je suis incapable de vous donner la réponse pour la France. La seule chose que je note, c'est que la France a un dispositif extrêmement robuste. Ils ont une agence dédiée qui s'appelle l'ANSSI. Ils ont des capacités très fortes au sein du service de renseignement, la DGSE. Et l'armée française a développé des capacités. Donc je n'ai aucun doute sur la capacité de la France à se protéger. Merci de nous avoir rassurés là-dessus. Merci à vous, Gilles de Kerchove, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour plus d'informations européennes.